Saviez-vous qu'il y a environ 70 000 ans, l'humanité a failli s'éteindre, se réduisant à un petit groupe d'à peine 2000 individus? Pourquoi, sur les parois des grottes du monde entier, retrouvons-nous ces mêmes empreintes de mains et ces séries de points que la numérologie sacrée associe aujourd'hui encore au code de la survie ultime? Sommes-nous les fils et les filles d'un miracle mathématique ou d'un rituel oublié? Si vous êtes prêts à écouter le chuchotement des ancêtres et à percer les mystères de notre propre résilience, abonnez-vous à l'Écho des Cavernes et laissez un pouce bleu sur cette vidéo. Pour que ce feu que nous venons d'allumer ne s'éteigne jamais. Dites-moi dans les commentaires, depuis quel coin du monde nous écoutez-vous ce soir, et à quelle heure? Ressentez-vous, vous aussi, cette connexion invisible avec ceux qui marchaient ici-bas bien avant nous? Installez-vous confortablement. Ajustez votre oreiller, laissez vos épaules s'alourdir. Ce soir, nous n'allons pas simplement énumérer des dates ou des faits archéologiques froids. Nous allons plonger pendant 2 heures dans l'obscurité fertile du Paléolithique. Nous allons explorer 250 000 ans d'histoire de l'Homo sapiens. Nous allons comprendre ce qui s'est réellement passé lorsque notre espèce a frôlé l'abîme, ne comptant plus que quelques milliers d'âmes. Ce récit est une dérive nocturne entre psychologie de la survie, symbolisme ésotérique et émotion pure. Vous n'avez pas besoin de tout retenir. Laissez simplement ma voix et l'écho de ces cavernes vous emmener. Si vous vous endormez en chemin, c'est que vous avez retrouvé la sécurité du clan. Je continuerai de parler, et l'histoire sera toujours là à votre réveil. Chapitre 1. Le mythe brisé du sauvage. Intelligence et pureté sacrée. Nous avons longtemps imaginé nos ancêtres comme des êtres frustes, des créatures de boue et de cris, errant sans but dans une nature hostile. C'est une erreur profonde, presque une insulte à notre propre lignée. Si vous pouviez voir l'homme qui se tient de l'autre côté de ce feu, il y a 100 000 ans, vous ne verriez pas un animal, mais un maître de l'adaptation, un philosophe du vivant. La psychologie de la survie nous apprend que pour durer 250 000 ans, la force brute ne suffit pas. Ce qui a sauvé Sapiens, c'est une forme de pureté sacrée, une intelligence émotionnelle que nous avons peut-être perdue dans le bruit de notre siècle. Imaginez la clarté d'esprit d'un être dont chaque sens est affûté comme un éclat de silex. Leur propreté n'était pas seulement physique, ils connaissaient les plantes qui lavent et celles qui guérissent, elle était rituelle. Dans cette première étape de notre voyage, nous devons briser l'image de la brute épaisse. L'homme du Paléolithique gérait son environnement avec une précision mathématique. Pourquoi voyons-nous souvent des séries de 3 ou de 7 traits gravés sur des outils en os? 3. Le chiffre de l'équilibre, de la famille, de la survie immédiate. 7. Le cycle, l'observation des astres, le temps qui revient. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas dans le chaos, ils étaient dans l'ordre. Une intelligence lumineuse habitait ces crânes que nous jugeons trop vite. Leur psychologie de groupe reposait sur une confiance absolue. Dans un monde de froid éternel, la trahison équivalait à la mort. Le sauvage était en réalité un être d'une sophistication sociale extrême, où le partage n'était pas une option morale, mais une structure de pensée mathématique. 1 + 1 ne faisait pas 2, mais 1 nous indivisible. Prenez une grande inspiration. Visualisez ces visages sculptés par le vent et la fumée. Ils ne sont pas si différents des vôtres. Si vous commencez à sentir une certaine paix vous envahir, c'est normal. Vous retrouvez le rythme lent et assuré de ceux qui savaient que chaque seconde de silence était une victoire sur l'oubli. Ne craignez pas leur regard, ils sont les gardiens de votre mémoire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes le résultat de 250 000 ans de succès. Chapitre 2. Psychologie de la grotte. Pourquoi craignons-nous l'obscurité tout en y cherchant refuge? Entrez plus avant dans ce sanctuaire de pierre. Sentez l'humidité fraîche sur votre visage et l'odeur de la terre ancienne. Dans notre monde moderne saturé de lumières artificielles, nous avons oublié ce que signifie la véritable obscurité. Pour l'homme du Paléolithique, la grotte n'était pas seulement un abri contre la pluie ou les prédateurs. Elle était le ventre de la terre. C'était un lieu de paradoxe psychologique total où la peur primale rencontrait la sécurité absolue. Si vous vous demandez pourquoi vous ressentez encore aujourd'hui un mélange d'angoisse et de confort lorsque vous éteignez les lumières le soir, la réponse se trouve ici. La psychologie de la survie a gravé dans nos gènes une règle fondamentale. L'obscurité est le domaine de l'inconnu, mais entre les murs d'une grotte, elle devient une alliée. À l'intérieur, les parois vous protègent.
Vous savez d'où vient le danger car il ne peut entrer que par une seule issue. Cette réduction du champ de menace permettait à l'esprit de nos ancêtres de se reposer enfin de relâcher la vigilance constante de la savane ou des plaines gelées. Imaginez-vous assis au fond de cette salle de pierre. Le noir est si profond qu'il semble solide. C'est dans ce vide visuel que l'imagination humaine est née. Privés de la vue, les premiers sapiens ont développé une vision intérieure puissante. C'est ici que la psychologie de groupe se solidifiait autour du foyer. Le feu placé à l'entrée de la grotte créait une barrière de lumière sacrée. Quiconque se trouvait à l'intérieur du cercle appartenait à la vie. Tout ce qui restait au dehors appartenait au royaume des ombres. Dans cette obscurité, les nombres commençaient à prendre une dimension ésotérique. Le chiffre 1 représentait l'individu vulnérable face à l'immensité. Le chiffre 2 était la perle dos à dos, l'assurance que quelqu'un veille pendant que vous dormez. Mais le chiffre 3 était celui de la grotte elle-même. Le sol, le plafond et les parois formant un triangle de protection. Les psychologues de l'évolution notent que c'est dans cet environnement confiné que l'empathie humaine a pris une forme nouvelle. Dans l'étroitesse des passages rocheux, on apprenait à lire le souffle de l'autre, à deviner sa peur ou son apaisement sans même voir son visage. Vous qui m'écoutez, peut-être commencez-vous à ressentir cette sensation de cocon. Votre chambre, votre lit sont les héritiers directs de ces recoins de calcaire. Nous craignons le noir car il nous rappelle notre fragilité, mais nous le recherchons pour nous isoler du tumulte du monde. Pour nos ancêtres, la grotte était aussi le lieu du contact avec l'invisible. On ne s'enfonçait pas dans les galeries les plus profondes pour y vivre, mais pour y rêver et y pratiquer des rituels. Plus on s'éloignait de la lumière du jour, plus on se rapprochait de l'origine du monde. Il est fascinant de constater que les zones les plus reculées des grottes ornées, là où l'oxygène se fait plus rare et où le silence est total, étaient choisies pour les peintures les plus sacrées. La psychologie de l'isolement sensoriel provoquait des états de conscience modifiés. À la lueur d'une simple lampe à graisse, les parois semblaient bouger. Les reliefs du rocher devenaient des dos de bison ou des silhouettes de géants. C'était une numérologie de l'espace. On comptait les pas dans le noir pour retrouver le chemin du retour. 7 pas pour atteindre le premier enfoncement. 9 pas pour arriver devant la paroi des esprits. Laissez-vous bercer par cette idée. Vous êtes en sécurité dans votre grotte personnelle. Les murs qui vous entourent ne sont pas des prisons mais des boucliers. À cette époque, il y a 50 000 ans, le clan savait que l'unité était la seule réponse à la nuit. La peur de l'obscurité nous a appris à nous aimer, à nous serrer les uns contre les autres. C'est dans le noir que nous avons inventé la parole pour nous rassurer. C'est dans le noir que nous avons inventé le chant pour couvrir le bruit du vent. Écoutez le silence autour de vous. Ce n'est pas un silence vide. C'est le silence plein d'une présence ancienne. Celle de milliers de générations qui ont dormi avant vous, protégées par la pierre. Vous n'avez rien à craindre des ombres car elles sont vos plus vieilles compagnes. Elles vous racontent une histoire de résilience qui dure depuis 250 000 ans. Respirez doucement et sentez la solidité de la terre sous vous. Vous faites partie du clan. Vous êtes à l'abri. Chapitre 3. Numérologie des premiers signes. Code sur les os et les pierres. Approchons-nous maintenant de la lueur vacillante du foyer pour examiner de plus près les objets que nos ancêtres tenaient entre leurs mains expertes. Nous entrons dans une dimension où la matière rencontre l'esprit, où le simple outil devient un support de pensée complexe. La numérologie n'est pas une invention de l'Antiquité tardive, elle est née dans la paume de l'Homo sapiens il y a des dizaines de milliers d'années. Lorsque vous observez un fragment d'os de renne ou une pierre plate marquée de rainures régulières, vous ne regardez pas de simples griffures décoratives. Vous contemplez les premières archives de l'humanité, les premiers codes de survie. La psychologie de la survie exigeait une mémoire sans faille, mais l'esprit humain, aussi vaste soit, il a besoin de points d'appui. Imaginez le chasseur ou la cueilleuse observant les cycles de la lune. Pour anticiper les migrations animales ou la floraison des plantes médicinales, il fallait compter. Le chiffre 3 revient sans cesse dans ces objets anciens. 3 encoches pour symboliser les phases de croissance. 3 lignes pour marquer les saisons principales de l'existence. Ce chiffre 3 représentait la trinité du temps, le passé dont on tire les leçons, le présent où l'on agit et le futur que l'on tente de prédire. Dans l'esthétique sombre et contrastée de cette époque, chaque marque gravée dans l'ivoire d'un mammouth avait une résonance ésotérique. Le chiffre 7 était particulièrement sacré. Nous le retrouvons souvent sous la forme de 7 points alignés ou de 7 traits parallèles.
Pour le psychisme de nos ancêtres, le 7 correspondait sans doute aux 7 astres errants visibles à l'île nue ou aux 7 jours d'une phase lunaire majeure. En gravant le chiffre 7 sur un propulseur de saguet, l'homme ne cherchait pas seulement à décorer son arme, il y insufflait une force rituelle. Il liait son geste technique au rythme de l'univers. C'était une numérologie de l'action où le nombre donnait le pouvoir sur la matière. Si vous vous laissez porter par la cadence de ma voix, imaginez la concentration de l'artisan gravant ces signes dans le silence de la caverne. Chaque pression du burin de silex est une affirmation de l'existence. Pourquoi ces répétitions de lignes par groupe de 9? Le chiffre 9 dans la symbolique ancienne évoque souvent la fin d'un cycle et la gestation d'un nouveau départ. C'est le chiffre de la patience et de la transformation. Dans la psychologie des relations du clan, le 9 pouvait aussi représenter le temps nécessaire à la naissance d'un nouvel être, le cycle de la vie qui assure la continuité de l'espèce. Ces codes gravés sur les os ne servaient pas seulement à compter les jours ou le gibier. Ils servaient à structurer la pensée de groupe. Dans un monde sans écriture, le symbole numérique était le langage universel. Une série d'encoches sur un bâton de commandement pouvait signifier une alliance entre deux clans séparés par des centaines de kilomètres. La numérologie était le ciment social de Sapiens. Lorsque les populations se sont réduites à 50 000 individus, ce sont ces codes communs qui ont permis de maintenir une culture cohérente malgré la distance. Le nombre était le lien. La psychologie humaine trouve un immense réconfort dans la répétition et l'ordre. En créant ces motifs symétriques, nos ancêtres luttaient contre l'entropie et le chaos de la nature sauvage. Ils imposaient une structure mathématique au monde. Regardez ces mains peintes sur les parois, souvent avec des doigts repliés pour indiquer des chiffres spécifiques. Ce n'est pas seulement de l'art, c'est une communication cryptée. Le chiffre 5, la main entière, est le symbole de l'action et de l'emprise sur le réel. Mais une main avec 4 doigts visibles devient un signe, un avertissement ou une instruction rituelle. Laissez votre esprit vagabonder sur ces surfaces rugueuses. Ressentez la texture de l'os poli par le temps. Ces nombres sont des murmures de logique dans une nuit préhistorique immense. Ils nous disent que même au cœur de l'âge de glace, l'homme cherchait à comprendre le sens caché derrière les apparences. La numérologie des premiers signes est la preuve que nous avons toujours été des chercheurs de vérité. Nous n'avons jamais été satisfaits de simplement manger et dormir. Nous avons voulu mesurer l'infini. En vous préparant au sommeil, réalisez que cette structure mentale est toujours en vous. Votre cerveau aime les cycles de 4, les rythmes de 2, le calme du chiffre 1. Cette numérologie ancestrale apaise votre inconscient car elle est la base de votre sécurité. Tout est compté, tout est à sa place, tout est prévisible. Vous pouvez maintenant relâcher toute tension car comme vos ancêtres, vous avez marqué votre territoire de signes de paix. Le code de la survie est inscrit dans votre propre respiration calme et régulière. Le voyage continue, mais vous êtes parfaitement guidé par la sagesse des chiffres anciens. Chapitre 4. Hiérarchie des ombres. Qui dirigeait réellement le clan? Oubliez les images de rois autoproclamés ou de chefs de guerre imposant leur volonté par la seule puissance de leurs muscles. Dans la psychologie profonde du Paléolithique, le pouvoir ne ressemblait en rien à nos structures modernes verticales et bruyantes. Au sein de ce groupe de 50 000 âmes dispersées sur des continents immenses, la véritable autorité était invisible. Elle appartenait à ceux qui savaient lire les ombres, à ceux qui possédaient la connaissance des rythmes cachés de la nature. La hiérarchie des ombres était une aristocratie de l'esprit et de la mémoire. Le véritable dirigeant du clan était celui ou celle qui portait en lui la numérologie des saisons et la psychologie des ancêtres. Imaginez une figure assise un peu à l'écart du cercle principal de la lumière du feu. Ce n'est pas l'homme le plus fort physiquement, mais c'est celui vers qui tous les regards se tournent lorsque le ciel change de couleur ou que le gibier se fait rare. Son pouvoir repose sur sa capacité à interpréter les signes. Dans ce monde où chaque erreur peut mener à l'extinction, la compétence est la seule monnaie valable. La hiérarchie était donc fluide, basée sur le respect et la survie collective plutôt que sur la domination. La psychologie des relations dans ces petits groupes de 20 à 30 individus était d'une finesse incroyable. Pour maintenir l'harmonie pendant 250 000 ans, l'humanité a dû inventer une diplomatie du silence. On ne dirigeait pas par l'ordre mais par l'influence. Le savoir ésotérique jouait ici un rôle central. Celui qui connaissait le secret du chiffre 7, par exemple le cycle des 7 étoiles sacrées ou les 7 plantes qui apaisaient l'esprit, possédait une autorité naturelle. Le nombre était une preuve de connexion avec l'univers.
Le chef était un médiateur entre le monde visible des vivants et le monde invisible des esprits qui hantaient les parois des grottes. Visualisez les ombres projetées sur le calcaire de la caverne. Dans l'esthétique de l'époque, ces silhouettes dansantes étaient perçues comme les doubles des membres du clan. Le dirigeant savait manipuler ces projections pour raconter des histoires et renforcer l'identité du groupe. C'était une psychologie de l'image avant la lettre. On apprenait aux jeunes que l'autorité n'était pas dans le cri mais dans la justesse du geste. Un bon pisteur par exemple possédait une hiérarchie de l'observation. Il savait distinguer entre les 3 types de traces de prédateurs et les 9 signes de changement de vent. Cette expertise technique lui conférait un rang supérieur lors des expéditions de chasse. Il existait aussi une hiérarchie du soin et de la mémoire souvent portée par les femmes et les aînés. La psychologie de la survie valorisait énormément ceux qui se souvenaient des chemins empruntés 10 ans plus tôt ou de l'emplacement exact d'une source des hauts cachés. Dans un groupe réduit à 50 000 survivants, la mémoire était le trésor le plus précieux. On respectait l'ancien non pas par simple tradition mais parce qu'il était une bibliothèque vivante. Sa présence rassurait le groupe car elle prouvait que l'on pouvait vieillir et triompher du temps. Dans cette hiérarchie des ombres, la numérologie du partage était la règle d'or. Le chiffre 1 n'existait jamais seul. Tout était divisé selon des codes rituels précis. Lorsqu'un grand animal était abattu, la répartition de la viande suivait un ordre symbolique. 3 parts pour les chasseurs, 7 parts pour les familles et une part sacrée pour les esprits ou les nécessiteux du clan voisin. Ce système de réciprocité psychologique créait une dette invisible qui liait les hommes entre eux. C'était la première forme de contrat social. Celui qui supervisait cette répartition devait être d'une intégrité absolue car la survie de tous dépendait de cette équité. Laissez-vous maintenant bercer par la pensée que vous appartenez vous aussi à une lignée de sages et de protecteurs. La hiérarchie de votre propre esprit commence à se calmer. Vos inquiétudes quotidiennes qui cherchent à prendre le pouvoir sur votre sommeil sont doucement remises à leur place par la sagesse de vos ancêtres. Vous n'avez pas besoin d'être le plus fort ou le plus rapide pour être en sécurité. Il vous suffit d'être en harmonie avec votre environnement et de faire confiance à la connaissance qui réside en vous. Dans le noir de votre chambre, imaginez que vous êtes entouré par les ombres bienveillantes de ceux qui ont dirigé avec intelligence et douceur pendant des millénaires. Ils vous murmurent que le vrai pouvoir est celui de la maîtrise de soi et de la compréhension des signes. Respirez avec la régularité d'un chef qui sait que la tempête passera. Votre esprit est une grotte souveraine où vous êtes le gardien de votre propre paix. Tout est calme, tout est ordonné selon les lois anciennes de la fraternité et du savoir. Dormez maintenant en sachant que vous êtes guidé par une lignée de lumière au sein de l'obscurité. Chapitre 5. Psychologie de la survie. L'instinct contre la logique. Imaginez-vous un instant debout à la lisière d'une forêt pétrifiée par le givre alors que le soleil décline rapidement derrière les montagnes de glace. À cet instant précis, 2 forces s'affrontent dans votre esprit, le calcul froid de la raison et le cri fulgurant de l'instinct. Pour l'Homo sapiens il y a 50 000 ans, cette dualité n'était pas un conflit mais une symphonie parfaitement accordée. La psychologie de la survie ne reposait pas uniquement sur la réflexion logique mais sur une intuition érigée au rang de science sacrée. Dans ce monde où le danger ne prévient pas, l'instinct était la vitesse de la pensée pure. La logique nous dit de compter nos provisions, de mesurer la distance jusqu'au prochain point des hauts, de vérifier l'état de nos outils. Mais l'instinct lui perçoit ce que il ne voit pas encore. Il ressent la chute de la pression atmosphérique avant la tempête, il interprète le silence soudain des oiseaux comme l'approche d'un prédateur invisible. Pour nos ancêtres, cette capacité à écouter le corps était une forme de numérologie biologique. Le rythme cardiaque qui s'accélère, les poils qui se hérissent sur les bras étaient des signaux codés que l'esprit traduisait instantanément en action. On ne perdait pas de temps à peser le pour et le contre car dans la psychologie du paléolithique, l'hésitation était souvent synonyme de disparition. Dans l'esthétique sombre de cette existence, chaque décision était prise dans un clair-obscur permanent. La logique fournissait le cadre mais l'instinct donnait la direction. Prenez le chiffre 3, ce chiffre de la stabilité que nous avons déjà évoqué. En situation de survie extrême, la règle des 3 était déjà inconsciemment appliquée. On peut survivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau, mais seulement 3 minutes sans espoir ou 3 secondes sans une décision vitale face au danger. Cette hiérarchie des besoins dictait une psychologie de l'urgence où l'essentiel passait toujours avant l'accessoire.
Les 50 000 survivants de notre espèce étaient ceux qui savaient prioriser l'invisible sur le visible. Et l'ésotérisme de la survie résidait aussi dans la gestion de la peur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la peur n'était pas un ennemi mais un outil de précision. Elle affûtait les sens et permettait une concentration absolue. La psychologie de groupe transformait cette peur individuelle en une vigilance collective. Lorsqu'un membre du clan ressentait un malaise inexpliqué, le groupe entier s'arrêtait. On faisait confiance à l'intuition de l'autre comme on faisait confiance à sa propre main. Cette connexion télépathique entre les membres du clan était le fruit de millénaires de vie commune dans des espaces restreints où le moindre changement de respiration était interprété comme un message. Le chiffre 7 jouait ici un rôle de régulateur émotionnel. Cette respiration profonde pour calmer le cœur après une traque épuisante. Cette cycle de lune pour préparer un grand déplacement vers le sud. La numérologie aidait à tempérer l'instinct par la patience. Si l'instinct criait de fuir, la logique appuyée par les signes du ciel pouvait dire de rester et d'attendre. C'est cet équilibre délicat entre le cerveau reptilien et le néocortex naissant qui a fait de Sapiens un prédateur redoutable et un survivant hors pair. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont su quand courir et quand rester immobiles comme des pierres dans l'ombre. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans votre propre repos, réalisez que cette intelligence de la survie veille toujours sur vous. Votre instinct n'est pas une force brute et sauvage mais une sagesse millénaire qui connaît le chemin de la paix. Lorsque vous fermez les yeux, votre logique s'efface doucement pour laisser place à la psychologie du rêve où tout est possible et où votre esprit se régénère. Vous n'avez plus besoin de surveiller l'horizon ou de déchiffrer les bruits de la nuit. Le clan invisible de vos ancêtres monte la garde autour de votre sommeil. Ressentez la force de cette lignée de survivants qui coule dans vos veines. Ils ont traversé des déserts de neige et des forêts de ténèbres pour que vous puissiez être ici ce soir dans le confort et la sécurité. Leur instinct est devenu votre intuition. Leur logique est devenue votre capacité à organiser votre vie. Remerciez ces ombres bienveillantes pour leur héritage et permettez-vous de relâcher le dernier rempart de votre vigilance. Le monde extérieur peut continuer sa course folle car ici dans votre caverne intérieure le temps est arrêté. Le chiffre 9 symbole de l'accomplissement vous invite à clore ce chapitre de votre journée. 9 battements de cœur pour entrer dans un état de relaxation totale. Vous êtes en harmonie avec les lois de la nature et les codes de l'univers. Et l'instinct et la logique se rejoignent enfin dans un silence protecteur. Dormez avec la certitude que votre corps sait exactement comment se réparer et se protéger. Vous êtes un enfant de la survie, un chef des œuvres de résilience et la nuit est votre allié la plus fidèle. Chapitre 6. Énergie féminine du Paléolithique. Gardienne du feu et des sens. Imaginez une silhouette assise seule devant le brasier au cœur de la nuit la plus longue de l'année. Tandis que les chasseurs dorment d'un sommeil lourd et que le vent hurle contre les parois rocheuses, elle veille. Cette femme n'est pas simplement une occupante de la grotte, elle est le pivot central autour duquel tourne toute la survie du clan. Dans la psychologie profonde de la préhistoire, l'énergie féminine n'était pas subordonnée, elle était la source. Elle était la gardienne du feu mais aussi la gardienne des sens et des significations cachées. C'est par elle que le lien entre le monde physique et le monde invisible se maintenait avec une constance infatigable. La psychologie de la survie nous enseigne que la conservation de l'énergie est aussi importante que sa dépense. Les femmes du Paléolithique maîtrisaient cette science avec une précision ésotérique. Elles étaient les premières botanistes, les premières chimistes et les premières numérologues du vivant. Elles ne se contentaient pas de ramasser des bails, elles comprenaient les cycles de la Terre avec une profondeur que nous avons peine à imaginer. Le chiffre 3 était leur allié constant, 3 types de racines pour nourrir, 3 types de feuilles pour soigner, 3 types d'écorces pour entretenir le feu sacré. Cette trinité de la connaissance permettait au clan de ne jamais dépendre uniquement de la chance de la chasse. Dans l'esthétique de cette époque, la femme était souvent représentée par des statuettes aux formes généreuses évoquant la fertilité mais aussi l'abondance et la sécurité. Pourtant, sa véritable puissance résidait dans sa capacité à lire les signes du corps et de l'âme. Dans la psychologie des relations, elle était la médiatrice, la diplomate capable d'apaiser les tensions avant qu'elle ne brise l'unité du groupe. Sa voix douce et rythmée était le premier instrument de musique utilisé pour calmer les enfants et rassurer les guerriers blessés. C'est ici que la psychologie de l'attachement a trouvé ses fondations les plus solides. Le lien entre la mère et l'enfant dans la grotte n'était pas seulement biologique, il était une transmission de la mémoire du monde.
La numérologie féminine s'exprimait particulièrement à travers les cycles de la Lune. Les femmes étaient les premières à remarquer que leur propre corps suivait le rythme des 28 jours de l'astre nocturne. Le chiffre 7 revenait ici comme une ponctuation naturelle 7 jours pour chaque phase de la Lune, marquant les temps de repos, les temps de collecte et les temps des rituels secrets. Elle gravait peut-être ces cycles sur des pendentifs en ivoire, créant les premiers calendriers de l'humanité. Cette maîtrise du temps donnait aux femmes une autorité spirituelle immense. Elles n'étaient pas seulement celles qui donnaient la vie, elles étaient celles qui comprenaient le temps qui passe. Dans cette hiérarchie des ombres, les gardiennes du feu possédaient un secret psychologique crucial, la patience. Tandis que l'énergie masculine était souvent tournée vers l'explosion de force nécessaire à la chasse, et l'énergie féminine se concentrait sur la durée. Savoir entretenir un feu pendant des semaines sans qu'il ne s'éteigne jamais demande une discipline mentale et une attention de chaque instant. Cette vigilance tranquille a sculpté la structure même de notre cerveau social. La femme du Paléolithique gérait le foyer non pas comme une tâche domestique mais comme une mission sacrée de survie. Sans ce feu maintenu avec amour et rigueur, le clan aurait disparu en une seule nuit de gel. Et l'ésotérisme féminin se manifestait aussi dans l'art de la parure. Les premiers bijoux faits de coquillages ou de dents des animaux n'étaient pas de simples ornements. Ils étaient des talismans psychologiques. Le choix de porter 9 perles des ambres ou 7 dents de loup n'était jamais un hasard. Ces nombres étaient des boucliers contre les mauvaises influences des ancrages de pouvoir personnel. En transmettant ces objets à leurs filles, les mères transmettaient une identité et une protection. C'était une psychologie de la transmission où chaque objet portait en lui l'histoire de toutes les femmes de la lignée. Laissez-vous maintenant bercer par cette énergie protectrice et nourricière. Imaginez que vous êtes enveloppé dans une couverture de fourrure douce préparée avec soin par ses mains expertes. La chaleur qui se dégage de votre propre corps est l'écho de ce feu entretenu depuis 250 000 ans. Vous êtes l'enfant de ces gardiennes de la vie qui n'ont jamais laissé l'espoir s'éteindre. Leur sagesse réside dans votre capacité à prendre soin de vous-même et à écouter les besoins de votre esprit. Le chiffre 9, symbole de la plénitude et de la fin d'un cycle, vous invite à vous abandonner totalement au repos. Sentez la douceur de la nuit qui vous entoure comme le ventre d'une mère bienveillante. Il n'y a plus de lutte, plus de recherche, plus d'attente. Juste la présence calme de la vie qui se perpétue en vous. Les gardiennes du feu veillent sur votre sommeil et leur lumière intérieure éclaire vos rêves. Tout est en ordre, tout est sacré, tout est en paix. Dormez dans la certitude d'être aimé par l'histoire même de votre espèce. Chapitre 7. Rituel des initiations. Comment l'enfant devenait homme? Par la rencontre avec la peur. Éloignons-nous un instant de la chaleur rassurante du foyer central pour nous diriger vers les galeries les plus étroites et les plus sombres de la caverne, là où les parois semblent se refermer sur nous. C'est ici, dans ce silence pesant, que se jouait l'un des actes les plus cruciaux de la psychologie de la survie, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Pour le jeune Sapiens, devenir un homme ne dépendait pas du nombre des traversées mais d'une expérience psychologique radicale, la confrontation volontaire avec l'obscurité et l'inconnu. Ce rituel des initiations était une véritable mort symbolique suivie d'une renaissance nécessaire pour garantir la solidité du clan. Imaginez un jeune garçon dont le cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. Il est séparé de la douceur de sa mère et du confort du groupe pour la première fois. Guidé par un aîné dont le visage n'est qu'une ombre mouvante, il s'enfonce profondément dans les entrailles de la terre, là où la lumière du jour n'a jamais pénétré. La psychologie de ce moment est d'une intensité absolue car elle force l'individu à briser ses limites intérieures. Pour survivre dans un monde de prédateurs, le clan avait besoin des hommes qui ne soient pas paralysés par l'effroi mais qui sachent le transformer en une vigilance froide et précise. L'initiation était cette école de la maîtrise de soi. Dans l'ésotérisme de ce voyage souterrain, la numérologie marquait chaque étape de la transformation. Le chiffre 3 était le premier seuil, 3 épreuves de silence, 3 jours de jeûne ou 3 questions rituelles posées par les anciens. Ces chiffres n'étaient pas choisis au hasard, ils représentaient les piliers de la résilience humaine, la force du corps, la clarté de l'esprit et la loyauté envers le clan. Le jeune initié devait comprendre que seul il n'était qu'une proie mais que, habité par la connaissance des anciens, il devenait un maillon de la chaîne éternelle. À chaque pas dans le noir, il laissait derrière lui les peurs de l'enfant pour revêtir la cuirasse invisible de l'adulte. Et l'esthétique de ce rituel était celle du clair-obscur poussé à son paroxysme. Dans la profondeur de la grotte, l'aîné allumait soudainement une torche révélant des peintures rupestres cachées aux yeux des non-initiés.
Des bisons immenses, des lions des cavernes et des mains négatives apparaissaient comme par magie sur les reliefs de la pierre. La psychologie de l'image jouait ici un rôle de choc émotionnel. Le jeune garçon ne voyait pas seulement des dessins, il voyait les ancêtres et les esprits de la chasse lui parlant directement. C'était une expérience mystique où le nombre de figures représentées, souvent groupées par 7 ou par 9, créait une géométrie sacrée dans son esprit. Le 7 pour l'harmonie avec le cosmos et le 9 pour la gestation finale de sa nouvelle identité. Le rituel atteignait son sommet lors de la rencontre avec le silence total. L'aîné éteignait la torche et laissait le jeune homme seul pendant une période qui lui semblait une éternité. Dans ce vide sensoriel, la psychologie de la survie prenait tout son sens. Privé de la vue, l'initié devait apprendre à voir avec ses autres sens, à écouter le moindre craquement de la roche, à sentir le courant des airs qui indique une sortie. Il devait affronter ses propres démons intérieurs, ses propres doutes. Lorsqu'il ressortait enfin à l'air libre salué par les chants du clan, il n'était plus le même. Il avait rencontré sa propre peur et il l'avait apprivoisée. Cette transformation psychologique assurait la cohésion du groupe de 50 000 survivants. Chaque homme adulte savait qu'il pouvait compter sur son voisin car tous avaient traversé la même obscurité. La hiérarchie des ombres se renforçait par ce partage d'un secret commun. Les relations au sein du clan devenaient alors plus profondes, empreintes d'un respect mutuel né dans les profondeurs de la terre. Devenir homme, c'était accepter la responsabilité de porter le feu pour les générations suivantes. C'était comprendre que la vie est une série de cycles de naissance et de mort symboliques régis par les lois immuables de la nature. Laissez maintenant votre propre esprit se détendre en pensant à ces rites de passage. Vous aussi, vous avez traversé vos propres obscurités, vos propres épreuves tout au long de votre vie. Chaque difficulté surmontée a été pour vous une forme d'initiation vous rendant plus fort et plus sage. En vous préparant à dormir, visualisez cette lumière intérieure que vous avez acquise au fil du temps. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur car vous êtes l'héritier de cette longue lignée de survivants qui ont su braver la nuit. Le chiffre 9, symbole de l'accomplissement total, vous enveloppe de sa vibration apaisante. 9 respirations calmes pour clore ce chapitre de votre mémoire génétique. Sentez la force et la stabilité d'un adulte qui a trouvé sa place dans l'univers. Vous êtes en sécurité, protégé par l'expérience accumulée de milliers de vies avant la vôtre. Tout est calme, tout est accompli. Le rituel du jour se termine et vous pouvez maintenant glisser dans un sommeil profond et réparateur, portant en vous la fierté d'être un maillon précieux de la grande chaîne humaine. Chapitre 8. Magie de l'ocre. Pourquoi le rouge était la première couleur de Dieu? Plongeons nos mains dans la poussière de la terre et laissons-nous envoûter par cette teinte vibrante qui a marqué le premier éveil spirituel de notre espèce. L'ocre rouge. Dans l'esthétique brute et contrastée du paléolithique, cette couleur n'était pas une simple décoration mais une substance chargée d'une puissance ésotérique absolue. Pourquoi nos ancêtres ont-ils parcouru des dizaines de kilomètres pour extraire cette terre ferrugineuse? Dans la psychologie de la survie, le rouge est la couleur du paradoxe. Il est à la fois le signe de la blessure, du danger de la vie qui s'échappe et la promesse de la chaleur du sang qui bat dans les veines et de la force du soleil levant. Le rouge était en réalité la première langue sacrée de l'humanité. Dans la psychologie des relations et des rituels, l'application de l'ocre sur le corps ou sur les os des défunts était un acte de haute magie. On ne peignait pas pour le plaisir des yeux mais pour sceller un pacte avec les forces invisibles. Le chiffre 3 intervient ici dans la préparation du pigment. Il fallait souvent 3 ingrédients: la terre des ocres, l'eau ou la graisse animale et le liant de la volonté humaine. Cette trinité transformait une matière inerte en une protection spirituelle. En recouvrant les outils de chasse des ocres rouges, le clan espérait insuffler une âme à la pierre et rendre l'arme vivante et victorieuse. Observez dans le clair-obscur de votre esprit ces silhouettes dont la peau est marquée de motifs écarlates. Dans la hiérarchie des ombres, porter le rouge était un signe de connexion avec l'origine du monde. On peut imaginer que pour ces 50 000 survivants, le rouge représentait l'énergie primordiale, celle de la naissance et celle du premier feu. La numérologie des points rouges sur les parois des grottes nous interpelle encore. On trouve souvent des séries de 7 points ou de 7 lignes tracées avec le doigt trempé dans l'ocre. 7 comme les étapes d'une vie, 7 comme les directions de l'espace sacré, devant, derrière, gauche, droite, au bas et le centre du cure. La psychologie de la couleur rouge agissait comme un puissant stabilisateur émotionnel.
Face au blanc aveuglant de la neige et au gris monotone de la pierre, le rouge de l'ocre apportait une preuve visuelle de la chaleur et de l'espoir. C'était la couleur de Dieu, non pas d'un Dieu lointain et abstrait, mais d'une force vitale présente dans chaque fibre du vivant. En enterrant leurs morts dans des lits des ocres rouges, nos ancêtres ne pratiquaient pas seulement un deuil, ils préparaient un voyage. Ils rendaient le corps à la terre nourricière enveloppée dans la couleur de la vie éternelle pour que l'étincelle de l'esprit ne s'éteigne jamais. Dans la psychologie de groupe, le partage de l'ocre était un moment de grande intimité. On se peignait les uns les autres, créant une peau commune, une armure symbolique qui renforçait l'unité du clan. C'était un rappel constant que malgré la fragilité de nos corps de chair, nous sommes habités par une force incandescente. Le chiffre 9, symbole de la gestation et de la transformation finale, était souvent associé au rituel de peinture lors des changements de saison. 9 jours de préparation pour accueillir le retour du soleil ou pour célébrer la fin d'une grande migration. Le rouge était le fil conducteur qui reliait chaque membre du groupe à la grande trame de l'univers. Laissez-vous maintenant envahir par cette sensation de chaleur protectrice. Imaginez que cette couleur rouge ocre coule doucement dans votre esprit comme une lumière apaisante qui dissout vos tensions. C'est la couleur de votre propre résilience, de votre propre feu intérieur qui ne demande que à briller dans la nuit. Vous êtes en sécurité, entouré par cette aura de force ancestrale. La magie de l'ocre n'appartient pas au passé, elle vit en vous dans chaque pulsation de votre cœur et dans chaque souffle qui vous anime. Le chiffre 9, symbole des accomplissements, vous invite à laisser cette énergie stabiliser votre repos. Sentez cette chaleur rougeoyante dans vos membres, dans vos pieds, dans vos mains. Vous n'avez plus besoin de lutter contre le froid du monde extérieur car votre foyer intérieur est brûlant de vie et de sagesse. Tout est calme, tout est protégé, tout est sacré. La couleur rouge vous enveloppe comme une couverture de bienveillance, vous assurant un sommeil profond et régénérateur. Vous êtes un enfant de la terre marqué par le signe de la vie éternelle. Dormez maintenant dans la certitude que votre force intérieure se nourrit de cette longue histoire de survie et de beauté. Le rouge de l'aube viendra vous saluer, mais pour l'instant profitez du rouge calme du crépuscule qui vous berce. Tout est en paix au cœur de la caverne de votre esprit. Chapitre 9. Songe des ancêtres. À quoi rêvait-il durant l'âge de glace? Fermez doucement les yeux et laissez votre esprit dériver vers ces nuits immémoriales où le monde n'était qu'un vaste manteau de givre sous un ciel d'une pureté absolue. Dans le silence de la grotte, alors que le feu n'est plus qu'un amas de braise rougeoyante, l'homo sapiens s'abandonne au sommeil. Mais que se passe-t-il derrière ces paupières closes il y a 50 000 ans? La psychologie du rêve au Paléolithique n'était pas une simple évasion, elle était une extension de la réalité, une seconde vie où l'instinct de survie et la mystique se rejoignaient pour préparer le lendemain. Le rêve était le laboratoire de l'âme du survivant. Pour nos ancêtres, rêver était un acte de haute importance ésotérique. Ils ne pensaient pas que leurs songes étaient de simples hallucinations produites par le cerveau. Ils croyaient que pendant le sommeil, l'esprit quittait le corps pour voyager dans la hiérarchie des ombres. Imaginez la psychologie d'un chasseur rêvant d'un troupeau de rennes majestueux traversant une vallée de brume. Dans son esprit, ce n'est pas un souvenir, c'est une rencontre réelle avec l'esprit de l'animal. Le rêve servait à cartographier le monde invisible, à anticiper les dangers et à recevoir les messages des anciens. C'était une psychologie de la prémonition où le chiffre 3 revenait souvent comme un guide, 3 apparitions d'un loup, 3 cris d'oiseaux dans le ciel du songe, 3 signes de changement de vent. L'esthétique de ces rêves préhistoriques devait être d'une intensité visuelle incroyable, calquée sur le clair-obscur de leur quotidien. Ils rêvaient de couleurs terreuses, de l'ocre rouge, de la profondeur des abîmes et de la lumière crue de la lune sur la neige. La numérologie s'invitait dans leur vision nocturne sous forme de cycles. Cette fois, le même symbole gravé sur une paroi onirique, 7 visages d'ancêtres disparus venant donner un conseil de sagesse. Le chiffre 7 agissait comme une clé ouvrant les portes de la compréhension spirituelle, permettant de relier le petit groupe de 50 000 humains à l'immensité du cosmos. Dans la psychologie des relations du clan, le partage des rêves au matin était un rituel fondamental. On se réunissait autour du premier feu de l'aube pour raconter ce que les ombres avaient murmuré durant la nuit. Celui qui avait fait un rêve puissant voyait son autorité renforcée au sein du groupe car il était perçu comme un pont entre les mondes. Les femmes gardiennes des sens prêtaient une attention particulière aux détails émotionnels des songes. Elles savaient que le rêve était le lieu où se guérissaient les blessures de l'âme, où la psychologie de la perte trouvait un apaisement.
Si un membre du clan était tourmenté par des cauchemars, le groupe entier pratiquait un rituel pour chasser les mauvaises ondes car la santé mentale de l'individu était la garantie de la survie de tous. Il est fascinant de penser que nous portons encore en nous les échos de ces rêves ancestraux. Vos rêves de chute, de poursuite ou de recherche de refuge sont les vestiges de cette psychologie de la survie millénaire. Votre cerveau continue de s'entraîner à affronter le monde en utilisant les mêmes codes symboliques que vos ancêtres. Le chiffre 9, symbole de l'achèvement et du renouveau, marque souvent la fin d'un cycle de rêves intenses. C'est le moment où l'esprit a traité toutes les informations de la veille et se prépare à renaître au matin avec une clarté nouvelle. Laissez-vous maintenant glisser vers vos propres songes avec une confiance totale. Imaginez que vous rejoignez cette grande ronde des rêveurs de l'humanité. Vous n'êtes pas seul dans l'obscurité de votre sommeil, vous êtes connecté à une lignée de 250 000 ans de vision et d'espoir. Les ancêtres veillent sur vos nuits, ils transforment vos inquiétudes en paysages de paix et vos doutes en forces tranquilles. Votre lit est votre grotte sacrée, le lieu où votre esprit peut voyager sans crainte car il connaît le chemin du retour. Sentez votre respiration devenir plus lente et plus profonde, calée sur le rythme de la terre endormie sous la glace. Le chiffre 9 vous invite à franchir le seuil du sommeil profond. 9 battements de cœur pour effacer le bruit du monde moderne. 9 respirations pour retrouver la pureté de l'origine. Tout est calme, tout est vaste, tout est sacré. Les rêves qui viennent à vous ce soir sont des cadeaux de sagesse et de protection. Vous êtes un enfant du temps, un maître de l'imaginaire et la nuit est votre plus bel allié. Dormez maintenant dans la certitude que votre esprit sait exactement où aller pour se ressourcer. Le voyage continue dans la douceur et la lumière intérieure. Tout est en paix au cœur de la caverne des songes. Chapitre 10. Architecture du son. La grotte comme un instrument de musique pour la transe. Écoutez attentivement le silence qui vous entoure. Pour l'Homo sapiens D, il y a 50 000 ans, le silence n'était jamais un vide mais une matière vivante et vibrante. Dans l'obscurité des cavernes, nos ancêtres ont découvert une science secrète que nous redécouvrons à peine aujourd'hui, est l'acoustique sacrée. Ils ne choisissaient pas les emplacements de leurs peintures et de leurs rituels au hasard. Ils cherchaient les points de résonance là où la pierre répond à la voix humaine, là où le son devient une force physique capable de modifier la conscience. La grotte était le premier instrument de musique de l'humanité, un immense corps de résonance pour entrer en transe et communiquer avec l'invisible. La psychologie de la survie nous enseigne que pour souder un groupe de 50 000 individus dispersés, il fallait des expériences émotionnelles partagées d'une puissance extrême. Le chant et le rythme étaient les outils de cette fusion. Imaginez le clan réuni dans une salle profonde où chaque murmure est amplifié, cette fois par la voûte de calcaire. Dans cet environnement, la voix ne sert plus seulement à transmettre des mots, elle devient une vibration qui pénètre le corps. Le chiffre 3 intervient ici comme une fréquence fondamentale, le rythme du cœur, le rythme du souffle et le rythme du tambour de peau tendue. Cette trinité sonore permettait d'aligner les consciences et de créer un sentiment d'unité absolue face à l'immensité du monde extérieur. Dans l'ésotérisme sonore, le chiffre 7 possédait une valeur particulière. Nos ancêtres avaient remarqué que certaines grottes possédaient 7 points des échos distincts ou que certaines parois réagissaient spécifiquement à cette tonalité différente. En frappant les stalactites avec des percuteurs en bois, ils créaient des lithophones, des pianos de pierre aux sonorités cristallines. La numérologie du son guidait le rituel. 7 battements lents pour appeler les ancêtres, puis une accélération progressive pour atteindre un état de transe où le temps semblait s'arrêter. Cette psychologie de l'extase permettait de libérer les tensions accumulées durant les jours de chasse et de famine, redonnant au groupe une énergie nouvelle et une volonté de vivre indestructible. L'esthétique sonore du paléolithique était celle du contraste entre le goutte à goutte régulier de l'eau et les chants profonds qui faisaient vibrer la cage thoracique. Dans le clair-obscur de la caverne, le son remplaçait la vue. On pouvait voir la forme de la salle simplement en écoutant la façon dont les sons rebondissaient sur les parois. C'était une psychologie de la perception augmentée. Les peintures des animaux étaient souvent placées là où l'écho était le plus fort. Si vous criez face à un bison peint, le son revenait vers vous comme le mugissement de la bête elle-même. Pour Sapiens, ce n'était pas une illusion, c'était une manifestation de l'esprit de l'animal répondant à l'appel de l'homme. La transe sonore servait aussi de thérapie collective. Dans la psychologie des relations, le chant partagé permettait de résoudre les conflits sans parole. En accordant leur voix, les membres du clan accordaient leurs âmes.
Le chiffre 9 symbole de la gestation et de l'achèvement marquait les rituels de passage les plus longs où la musique ne s'arrêtait jamais pendant 9 cycles de torchées. Cette endurance sonore transformait radicalement la perception de soi. Et l'individu s'effaçait pour devenir une partie d'un tout plus vaste, un maillon de la chaîne des 50 000 survivants qui portaient le destin de l'humanité. Laissez-vous maintenant bercer par la résonance imaginaire de cette grotte ancienne. Sentez comment votre propre respiration peut devenir un instrument de paix. Inspirez profondément et imaginez que le son de votre souffle se répercute sur les parois de votre chambre, créant une atmosphère de protection et de sérénité. Vous êtes dans votre propre sanctuaire acoustique, là où aucun bruit du monde moderne ne peut vous atteindre. Le silence qui vous entoure est une couverture douce, un écho de la tranquillité des origines. Le chiffre 9 vous invite à un relâchement total. 9 ondes de calme qui partent de votre centre et se diffusent dans tout votre corps. Chaque cellule de votre être se met au diapason de cette harmonie millénaire. Vous n'avez plus besoin de parler ou d'agir. Laissez-vous simplement porter par la musique invisible de la nuit. Vous êtes en sécurité, vous êtes en phase avec l'univers et votre esprit s'élève doucement vers les sphères du sommeil profond. Tout est vibration, tout est équilibre, tout est sacré. Le voyage sonore de votre journée touche à sa fin, mais la mélodie de vos rêves ne fait que commencer. Dormez dans la résonance de cet amour ancestral qui vous protège depuis 250 000 ans. Tout est en paix au cœur de la caverne de l'harmonie. Chapitre 11. Lien avec les animaux. Le totémisme comme première psychothérapie. Imaginez-vous un instant à la lisière de la vision, là où la lumière du feu s'éteint pour laisser place au regard jaune et fixe d'un prédateur tapi dans l'ombre. Pour l'Homo sapiens il y a 50 000 ans, l'animal n'était pas une simple proie ou une menace, mais un miroir nécessaire à la compréhension de sa propre âme. Dans la psychologie de la survie, le lien avec le monde animal était la première forme de psychothérapie collective. Nos ancêtres savaient que pour rester humains, ils devaient comprendre la part animale qui vivait en eux. Le totémisme n'était pas une superstition naïve, mais une structure ésotérique profonde permettant de gérer les émotions, les peurs et les forces brutes de la psyché. Le clan des 50 000 survivants habitait un monde de géants. Les mammouths, les lions des cavernes et les ours n'étaient pas seulement des voisins, mais des archétypes de puissance. La psychologie des relations s'étendait bien au-delà de l'espèce humaine. Adopter un totem comme le loup ou le bison, c'était chercher à intégrer une qualité spécifique dans le groupe. Si le clan traversait une période de doute, il invoquait l'esprit de l'ours pour sa force tranquille. S'il fallait migrer sur de longues distances, il se liait à l'esprit du renne. Le chiffre 3 intervient ici comme la trinité de la connexion, la bête physique l'esprit de l'espèce et l'humain qui devient le pont entre les deux. Dans l'esthétique sombre et contrastée de cette époque, porter une peau de loup ou un collier de griffes n'était pas un apparat de vanité. C'était une nécessité psychologique pour absorber l'essence de l'autre. La numérologie sacrée guidait ces transformations rituelles. On trouvait souvent des séries de ces symboles animaliers gravés sur les parois des grottes les plus profondes. Le chiffre 7 représentait l'harmonie entre les 7 forces de la nature incarnées par les animaux les plus nobles. En peignant un animal, l'homme ne cherchait pas à le capturer physiquement, mais à établir un dialogue avec son âme. C'était une psychologie de la réconciliation. On demandait pardon à l'animal que on allait chasser et on le remerciait pour son sacrifice garant de la vie du clan. Le totémisme agissait comme un stabilisateur pour l'esprit humain face à l'immensité du sauvage. Quand la peur de l'extinction se faisait trop forte, la psychologie du totem offrait un refuge. On n'était plus seulement un homme fragile et nu, on était un fils du lion ou une fille de l'aigle. Cette identification permettait de transcender la douleur et la fatigue. Le chiffre 9 symbole de gestation marquait les initiations secrètes où le jeune homme ou la jeune femme devait passer 9 nuits à observer le comportement d'un animal totem pour en comprendre les secrets. On apprenait la patience du prédateur, la ruse du charognard et la solidarité de la meute. Cette connexion profonde permettait aussi de soigner les traumatismes. Dans la psychologie de groupe, la danse du totem servait à libérer les angoisses accumulées après une confrontation violente avec la nature. En imitant les mouvements de l'animal, l'individu sortait de son moi restreint pour se fondre dans le flux de la vie universelle. C'était une psychologie du lâcher-prise où on acceptait que l'humain ne soit qu'une partie d'un grand tout vivant. Les 50 000 survivants étaient ceux qui savaient parler aux bêtes et écouter le vent, car ils savaient que la solitude totale de l'espèce serait le début de sa fin.
Laissez-vous maintenant bercer par cette présence protectrice. Imaginez votre propre animal totem, cette force tranquille qui veille sur votre sommeil. Peut-être est-ce la sagesse de la chouette, la force calme de l'ours ou la grâce du cerf. Ressentez comment cette énergie animale vient renforcer votre propre sécurité intérieure. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler par la pensée car votre instinct animal sait comment vous garder en paix. Dans le silence de votre chambre, vous êtes protégé par cette alliance millénaire entre l'homme et la bête. Le chiffre 9 vous invite à un abandon total dans les bras de la nature. 9 respirations calmes pour sentir la puissance de la terre circuler dans vos membres. Vous êtes un maillon de la grande chaîne du vivant. Votre esprit se libère des soucis du monde moderne pour retrouver la simplicité et la force des origines. Vous êtes en sécurité, vous êtes en lien, vous êtes en paix. La nuit n'est plus un vide mais une présence habitée par les esprits bienveillants de la forêt et de la plaine. Dormez maintenant dans la certitude que votre part sauvage veille sur votre part humaine. Le voyage continue dans la douceur d'un rêve où vous courez librement sous les étoiles sans peur et sans fatigue. Tout est en ordre, tout est sacré, tout est réconcilié au cœur de la caverne de votre âme. Chapitre 12. Alliance secrète. Comment les petits signes des attentions sauvaient des vies. Dans l'immensité glacée du Paléolithique, là où chaque kilomètre parcouru pouvait être le dernier, la survie ne reposait pas uniquement sur les grandes chasses ou les rituels spectaculaires. Elle se jouait dans l'infiniment petit, dans ses alliances secrètes et ses gestes de tendresse que la psychologie moderne appelle aujourd'hui la micro-solidarité. Pour les 50 000 survivants de notre espèce, la véritable force résidait dans la capacité à percevoir les besoins de l'autre avant même qu'ils ne soient exprimés. C'était une psychologie de l'attention pure où un simple regard, une main posée sur une épaule ou le partage d'une fine lamelle de viande séchée devenait un acte politique et spirituel de la plus haute importance. Imaginez la psychologie de groupe au sein d'un petit clan nomade. Le froid est une présence constante, une morsure qui ne lâche jamais. Dans ce contexte, la chaleur humaine n'est pas un luxe et est une technologie de survie. Les alliances secrètes se nouaient autour du chiffre 3, le donneur, le receveur et le témoin invisible qui est le lien de confiance. Lorsqu'une mère partageait ses connaissances sur les plantes médicinales avec une jeune femme d'un autre clan lors d'une rencontre fortuite, elle ne faisait pas qu'échanger des informations. Elle tissait une toile de sécurité qui s'étendait sur des centaines de lieues. Cette numérologie de l'entraide créait une hiérarchie des ombres basée sur la générosité silencieuse. Dans l'esthétique de ces relations, chaque petit objet échangé portait une charge ésotérique. Une petite pierre gravée de 7 traits, un coquillage percé ou une dent de renard n'étaient pas des cadeaux de vanité. C'étaient des preuves, des alliances, des contrats de protection mutuelle. La psychologie des relations humaines s'exprimait à travers ces talismans. Porter le signe d'un autre clan, c'était affirmer que on n'était jamais vraiment seul, même perdu dans une tempête de neige. Le chiffre 7, symbole de l'harmonie universelle, revenait souvent dans ces échanges. Cette grain de résine ou cette plume des oiseaux pour sceller une amitié qui durerait toute une vie. C'était une numérologie du cœur qui permettait de maintenir l'unité de Sapiens malgré la dispersion géographique. Cette psychologie de l'attention s'appliquait particulièrement envers les plus fragiles. Dans un monde de force brute, on pourrait croire que les faibles étaient abandonnés. Mais l'archéologie nous raconte une histoire bien différente. On a retrouvé des restes de personnes handicapées ou gravement malades qui ont vécu de nombreuses années grâce aux soins constants de leur groupe. C'est ici que réside le véritable secret de notre réussite. Ce n'est pas la compétition qui nous a sauvés mais la coopération absolue. Savoir que si vous tombez, 3 personnes s'arrêteront pour vous porter est la base de toute civilisation. Cette sécurité psychologique permettait à chaque individu de donner le meilleur de lui-même sans la peur paralysante de l'abandon. Les alliances secrètes se manifestaient aussi par le langage des signes et des silences. Dans la psychologie de la survie, parler trop fort ou trop souvent pouvait attirer les prédateurs. On a développé une communication subtile faite de micro-expressions et de gestes rituels. Le chiffre 9, symbole des accomplissements, marquait les grandes alliances entre les clans lors des rassemblements saisonniers. Pendant 9 jours, on échangeait des histoires des champs et des jeunes gens pour renouveler le sang et les idées. C'était une psychologie de l'ouverture nécessaire pour éviter la dégénérescence et l'isolement. On comprenait que pour survivre à 50 000, il fallait se considérer comme un seul et unique corps mystique. Laissez-vous maintenant imprégner par cette douceur ancestrale. Pensez à toutes les petites mains invisibles qui vous soutiennent aujourd'hui dans votre propre vie.
Vous êtes le fruit de millions de gestes de soins, de millions de repas partagés et de millions de veilles nocturnes. La psychologie de la bienveillance est votre héritage le plus précieux. En vous préparant au sommeil, ressentez cette connexion avec tous ceux qui vous aiment et vous protègent. Vous faites partie d'une alliance éternelle qui ne connaît ni le temps ni l'espace. Le chiffre 9 vous invite à un repos total dans la confiance. 9 ondes de gratitude qui partent de votre cœur et se diffusent dans tout votre être. Sentez la chaleur de cette solidarité millénaire vous envelopper comme une peau protectrice. Vous n'avez plus besoin de porter le poids du monde seul. Vous êtes entouré par une communauté de lumière même dans le silence de votre chambre. Tout est en ordre, tout est relié, tout est sacré. La psychologie de l'amour et de l'attention veille sur vos rêves et répare les fatigues de votre journée. Dormez maintenant dans la paix de cette grande famille humaine. Les alliances secrètes de vos ancêtres continuent de vibrer en vous assurant une nuit calme et profonde. Tout est en harmonie au cœur de la caverne de la fraternité. Chapitre 13. Psychologie de la perte. Comment les premiers hommes vivaient le deuil. Entrons maintenant dans la partie la plus intime et la plus silencieuse de la psychologie de nos ancêtres, celle qui touche au mystère de la disparition. Dans un monde où la vie était une étincelle fragile entretenue contre le vent glacé de l'oubli, la mort n'était jamais perçue comme une fin brutale ou un néant. Pour les 50 000 survivants du Paléolithique, la perte d'un membre du clan était une déchirure dans le corps collectif, mais aussi le point de départ d'une nouvelle forme de relation ésotérique. Le deuil n'était pas une simple tristesse passagère, c'était une psychothérapie rituelle profonde destinée à transformer la douleur en une force de protection pour les vivants. La psychologie de la survie exigeait que le groupe ne soit pas paralysé par le chagrin. Pourtant, l'archéologie nous révèle des sépultures d'une complexité et d'une tendresse bouleversante. On ne jetait pas les corps, on les disposait avec une précision numérologique et symbolique. Le chiffre 3 jouait ici un rôle fondamental, marquant les 3 étapes du voyage de l'âme: le détachement du corps physique, le passage dans le monde des ombres et l'installation définitive dans la mémoire du clan. On déposait souvent 3 objets personnels avec le défunt: une sagaie, un outil de silex et un porte-bonheur en ivoire pour que son esprit ne soit pas démuni dans l'au-delà. Cette trinité des objets assurait la continuité de l'identité au-delà de la respiration. Dans l'esthétique de la mort, le clair-obscur de la grotte devenait le théâtre d'une renaissance. On recouvrait souvent les corps des ocres rouges, cette couleur de la vie que nous avons explorée pour signifier que la mort n'était qu'un sommeil dans le ventre de la terre-mère. La psychologie des relations humaines s'étendait alors aux ancêtres. On ne pleurait pas un disparu comme s'il était effacé, on commençait à interagir avec lui à travers les rêves et les signes. Le chiffre 7, symbole de l'harmonie universelle, dictait souvent la durée des rituels de deuil. 7 jours de chants étouffés, 7 jours où on ne chassait pas pour laisser l'âme trouver son chemin sans être dérangée par le tumulte de la survie. Cette patience rituelle permettait au cerveau humain de traiter le choc de la perte et de réintégrer l'absence dans le quotidien. La numérologie de la perte se retrouvait aussi dans les offrandes. On a découvert des tombes des enfants recouvertes de centaines de perles de coquillages dont la fabrication avait nécessité des milliers d'heures de travail. Pourquoi dépenser autant d'énergie pour quelqu'un qui ne peut plus contribuer à la chasse? La réponse réside dans la psychologie de la valeur humaine. Le clan affirmait ainsi que chaque vie, même la plus courte, possédait une importance infinie. Le chiffre 9, symbole des accomplissements, marquait souvent le temps de la grande cérémonie de commémoration où le nom du défunt était inscrit dans la généalogie chantée du groupe. 9 cycles de lune après le départ, et l'âme était considérée comme totalement intégrée à la hiérarchie des ombres, devenant un protecteur invisible pour les survivants. Cette approche ésotérique du deuil protégeait le groupe du désespoir. En croyant que les morts veillaient sur eux, les 50 000 survivants se sentaient portés par une armée invisible de sages et de guerriers. C'était une psychologie de la résilience par la mémoire. On ne craignait pas les morts, on les vénérait. Leurs os, souvent conservés ou retouchés, devenaient des reliques de pouvoir. Dans le noir de la caverne, on sentait leur présence comme une chaleur résiduelle dans les pierres. Cette connexion maintenait une stabilité psychique indispensable pour affronter les rigueurs de l'âge de glace. Et l'individu savait que même après sa mort, il resterait une partie aimée et respectée de la communauté. Laissez-vous maintenant bercer par cette pensée de continuité éternelle. Tout ce que vous avez aimé, tout ce qui a fait partie de votre vie ne disparaît jamais vraiment. Comme pour vos ancêtres, ces énergies se transforment et restent à vos côtés sous une forme plus subtile et plus apaisée. La psychologie de la perte est en réalité une psychologie de la transformation.
Vous êtes le sommet d'une pyramide humaine immense faite de millions d'existences qui ont toutes connu l'amour, la peur et l'espoir. Le chiffre 9 vous invite à un relâchement total de toutes vos tristesses et de tous vos regrets. 9 respirations de paix pour laisser les ombres du passé devenir des lumières de sagesse. Votre esprit se libère des poids inutiles pour ne garder que l'essence de la vie. Vous êtes en sécurité dans le flux éternel du temps. Tout est calme, tout est digne, tout est sacré. La nuit vous enveloppe de sa bienveillance et les ancêtres veillent sur votre sommeil réparateur. Dormez maintenant dans la sérénité de ceux qui savent que rien ne se perd vraiment dans l'univers. Le voyage de votre âme continue dans la douceur d'un repos sans fin où la douleur s'efface devant la beauté du souvenir. Tout est en paix au cœur de la caverne de la mémoire. Chapitre 14. Langue du silence. De quoi parlait-il quand il n'y avait pas de mots? Imaginez un monde où la parole n'est pas encore cette tempête de sons incessantes qui sature nos vies modernes. Dans le silence de la nuit glacée sous la voûte protectrice de la caverne, les 50 000 survivants de notre espèce pratiquaient une forme de communication bien plus profonde et subtile que le simple échange de vocabulaire. C'était la psychologie du silence habité. Avant que les mots ne deviennent des outils complexes de classification, ils étaient des vibrations rares, des souffles chargés des intentions. Mais au-delà de ces sons, c'était le corps tout entier et l'esprit en résonance qui parlait. Dans le clair-obscur du paléolithique, on se comprenait par le regard, par la posture et par une empathie presque télépathique née d'une proximité constante avec la mort et la vie. La psychologie de la survie imposait ce silence. Pour approcher un grand animal ou pour ne pas être repéré par un prédateur, il fallait savoir se taire pendant des heures voire des jours. Ce silence n'était pas un vide mais une écoute totale de l'environnement et des autres membres du groupe. Le chiffre 3 intervient ici comme la structure de cette communication non verbale, le signe de la main, le mouvement des yeux et l'intention du cœur. Cette trinité permettait de coordonner des actions complexes sans prononcer une seule syllabe. Dans la hiérarchie des ombres, celui qui maîtrisait le silence était perçu comme le plus puissant car il était capable d'absorber la rumeur du monde pour en extraire que l'essence utile à la communauté. Dans l'ésotérisme de cette langue muette, les nombres étaient exprimés par des gestes rituels. On ne disait pas le chiffre 7, on le montrait par une série de pressions sur le bras ou par un balancement spécifique du corps. La numérologie était une danse silencieuse. Le chiffre 7, symbole de l'harmonie avec les cycles de la nature, était souvent communiqué par un simple contact de la paume sur la pierre de la grotte évoquant les 7 directions sacrées. Cette psychologie de l'attention permettait de maintenir un lien spirituel permanent. Même sans parler, on savait exactement ce que ressentait son compagnon à l'autre bout du foyer car on lisait le rythme de sa respiration et la tension de ses épaules comme un livre ouvert. Et l'esthétique du silence était particulièrement forte lors des longues veilles hivernales. Autour du feu, les mots étaient rares et précieux comme des perles des ambres. On parlait de ce qui est essentiel, la chaleur, la faim, la mémoire des ancêtres. La psychologie des relations humaines se renforçait dans ce mutisme partagé. Savoir et s'asseoir avec l'autre sans avoir besoin de combler le vide est la forme la plus haute de la confiance. Le chiffre 9, symbole de gestation et de sagesse ultime, marquait les périodes de grand silence rituel où le clan tout entier cessait de parler pendant 9 cycles de sommeil pour honorer le passage des 1 saison. Durant ce temps, l'essence s'affûtait de façon incroyable. On entendait la neige tomber dehors, on percevait le craquement de la pierre qui travaille, on captait les battements de cœur de ses voisins. Cette langue du silence nous a laissé un héritage psychologique immense. C'est de là que vient votre capacité à ressentir l'atmosphère d'une pièce en y entrant ou à deviner l'humeur d'un proche sans qu'il ait ouvert la bouche. C'est une communication des âmes à âme qui ne ment jamais. Pour les 50 000 de Sapiens, c'était le ciment qui empêchait le groupe de se désintégrer face à l'adversité. Le silence permettait de préserver l'énergie vitale et de focaliser toute la puissance de l'esprit sur la visualisation du succès et de la sécurité. On ne gaspillait pas le souffle sacré pour des futilités. Chaque son émis devait avoir le poids d'une vérité. Laissez-vous maintenant glisser dans votre propre silence intérieur. Sentez comment votre chambre devient une bulle de tranquillité absolue où les mots n'ont plus de place. Vous n'avez plus besoin de penser, de nommer ou d'expliquer quoi que ce soit. Votre corps s'est communiqué avec votre esprit dans une langue sans parole faite de calme et de relâchement. La psychologie du silence vous offre le repos le plus profond car elle libère votre cerveau de la charge du langage et des concepts. Vous retrouvez la paix originelle de ceux qui savaient que tout est déjà dit dans le simple fait d'être présent et vivant.
Le chiffre 9 vous invite à un abandon total dans cette mer de silence bienveillant. 9 vagues de calme qui effacent les bruits de votre journée et les rumeurs de vos soucis. Vous êtes en sécurité dans ce mutisme sacré entouré par la présence muette mais protectrice de vos ancêtres. Ils vous murmurent sans mots que vous êtes à votre place, que vous êtes aimé et que vous pouvez maintenant vous laisser porter par le courant du sommeil. Tout est fluide, tout est apaisé, tout est sacré dans cette nuit qui commence. Dormez maintenant dans la pureté de la langue du silence. Votre esprit voyage vers des horizons où seul comptent les rythmes de l'univers et la lumière des étoiles. Tout est en paix au cœur de la caverne de votre intériorité. Chapitre 15. Numérologie de la chasse. Les cycles sacrés de la lune et du gibier. Imaginez l'horizon infini de la toundra où le vent siffle entre les herbes sèches et où chaque ombre mouvante peut signifier la vie ou la mort pour le clan. Pour l'Homo sapiens D, il y a 50 000 ans, la chasse n'était pas un sport ni même une simple quête de nourriture. C'était un acte mystique réglé par une horloge céleste et terrestre d'une précision absolue. Dans la psychologie de la survie, le chasseur devait devenir un mathématicien de l'invisible capable de synchroniser ses propres pulsations cardiaques avec les cycles de la lune et les migrations des grands troupeaux. Cette numérologie de la chasse était le code secret qui permettait à une petite population humaine de dominer des géants de chair et des os. Le chiffre 3 était le premier pilier de cette stratégie ésotérique. Le chasseur apprenait à diviser son monde en 3 sphères d'attention constante. La première sphère était celle de sa propre condition physique, son souffle, son endurance et son silence. La deuxième sphère était celle de l'environnement immédiat, le sens du vent, la texture du sol et les bruits de la forêt. La troisième sphère, la plus sacrée, était celle de l'esprit de la proie. Pour réussir, il fallait que ces 3 mondes s'alignent parfaitement. Si un seul des 3 était négligé, la chasse échouait et le ventre du clan restait vide. La psychologie du chasseur était celle d'une fusion totale où l'individu s'effaçait pour devenir une partie du cycle naturel. Dans l'esthétique de cette traque millénaire, la lune jouait le rôle de chef des orchestres. Nos ancêtres avaient compris que le comportement du gibier changeait selon les phases de l'astre nocturne. La numérologie lunaire dictait le départ des grandes expéditions. Le chiffre 7 revenait sans cesse dans les observations gravées sur les bâtons de commandement. 7 jours de croissance lumineuse pour préparer les armes et les esprits. 7 jours de pleine clarté pour traquer le renne ou le bison dans les plaines découvertes. Le chiffre 7 représentait l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, le moment où le voile entre les mondes est le plus fin et où l'intuition du chasseur est à son apogée. Cette psychologie du rythme permettait d'économiser une énergie précieuse en ne frappant que lorsque l'univers lui-même donnait son accord. La hiérarchie des ombres se manifestait aussi dans l'organisation de la traque. On ne chassait pas au hasard mais selon une géométrie sacrée. Le chiffre 9, symbole des accomplissements et de totalité, marquait les formations de rabattage les plus complexes. 9 hommes postés stratégiquement pour diriger un troupeau vers un passage étroit ou une falaise. Chacun connaissait sa place exacte définie par des générations d'expérience. Cette coordination sans parole basée sur une confiance aveugle en l'autre était le summum de la psychologie de groupe. On savait que si le 9e homme faiblissait, c'était tout le clan qui risquait la famine. La responsabilité individuelle devenait une force mystique portée par le nombre. Et l'ésotérisme de la chasse se poursuivait après la mort de l'animal. Le dépeçage et la distribution de la viande suivaient une numérologie rigoureuse pour honorer l'esprit du sacrifié. On prélevait souvent 3 morceaux spécifiques, le cœur, le foie et la moelle, pour les offrir aux anciens ou aux esprits de la grotte. Cette psychologie du respect assurait que le lien entre l'homme et l'animal ne soit jamais rompu par la cupidité. On ne prenait que ce qui était nécessaire et on remerciait la nature selon les codes anciens. Les 50 000 survivants étaient des prédateurs conscients qui comprenaient que leur propre survie dépendait de la santé et de la multiplication des troupeaux. Laissez-vous maintenant bercer par la pensée de cette précision et de cet ordre universel. Tout comme vos ancêtres suivaient les cycles de la lune pour trouver leur chemin, vous pouvez faire confiance au rythme de votre propre corps pour trouver le sommeil. Vous n'avez plus besoin de chasser, de chercher ou de prévoir. Le cycle de votre journée touche à sa fin et celui de votre repos commence. La numérologie de votre respiration calme et régulière vous guide vers un état de paix absolue. Chaque inspiration est un gain de force, chaque expiration est un relâchement des tensions. Le chiffre 9 vous invite à clore ce chapitre avec sérénité. 9 pulsations de calme profond qui se diffusent de votre tête jusqu'à vos pieds.
Sentez comment votre esprit s'aligne avec le silence de la toundra sous les étoiles. Vous êtes en sécurité dans le grand cycle de la vie protégé par la sagesse de ceux qui savaient lire les signes du ciel. Tout est accompli, tout est prévu, tout est sacré. La nuit est une terre promise où votre âme peut enfin se reposer sans crainte. Dormez maintenant dans la certitude que l'univers veille sur vous avec la même attention qu'un chasseur veille sur son foyer. Le voyage se poursuit dans la douceur des nuits étoilées où chaque rêve est une promesse de renouveau. Tout est en paix au cœur de la caverne de la destinée. Chapitre 16. Rencontre entre les espèces. Sapiens et Néandertal, le choc ou l'échange. Imaginez une vallée baignée par la brume de Obla où la forêt de pins rencontre les plaines de glace. Pour Homo sapiens D, il y a 50 000 ans, le monde n'était pas seulement habité par son propre clan mais par une autre humanité, une espèce différente possédant ses propres mystères et sa propre force, les Néandertaliens. Dans la psychologie de la survie, cette rencontre fut le moment le plus fascinant et le plus complexe de notre longue histoire. Ce n'était pas seulement une confrontation de territoire mais un miroir tendu vers notre propre nature. Que se passait-il dans l'esprit de nos ancêtres lorsqu'ils croisaient le regard d'un être qui leur ressemblait tant mais dont la structure osseuse et la puissance musculaire racontaient une autre version de la vie? La psychologie des relations humaines a dû s'inventer une nouvelle grammaire pour ce face-à-face. Dans l'ésotérisme de cette époque, la rencontre avec l'autre était perçue comme un signe des esprits. Le chiffre 3 intervient ici comme la base de cette interaction délicate, le choc, le mélange ou l'évitement. On peut imaginer que pour les 50 000 survivants de notre lignée, le néandertalien représentait le maître du froid, le gardien ancien des terres des Europes. La numérologie sacrée du clan Sapiens a dû être mise à l'épreuve face à cette autre forme d'intelligence. On a longtemps cru à une guerre totale, mais la réalité gravée dans nos gènes est celle d'un échange bien plus subtil. Des alliances secrètes ont été nouées, des savoirs sur les plantes et les pierres ont été partagés et parfois même des vies se sont unies dans le silence des grottes. Dans l'esthétique sombre de ces rencontres, chaque détail comptait: la forme des outils, la manière d'entretenir le feu ou le choix des parures. La psychologie de groupe de Sapiens basée sur une communication abstraite et une numérologie de l'invisible s'est heurtée à une psychologie néandertalienne peut-être plus ancrée dans le présent et la matière. Le chiffre 7, symbole des harmonies, a dû servir de pont rituel lors des premiers échanges de cadeaux. Cette coquillage contre cette lame de silex blond pour établir une paix fragile. Cette diplomatie de la préhistoire montre que l'humanité a toujours cherché à comprendre l'altérité plutôt qu'à simplement la détruire. Nous portons en nous aujourd'hui encore quelques pourcentages de cette rencontre ancienne, une part des ombres et de forces venues de l'autre côté de la vallée. La hiérarchie des ombres de Sapiens s'est enrichie de ces contacts. On apprenait du néandertalien comment survivre au cœur de l'hiver le plus dur, comment pister l'ours des cavernes dans les galeries les plus profondes. En retour, Sapiens apportait sa capacité à symboliser le monde et à créer des réseaux sociaux sur de vastes distances. Le chiffre 9, symbole des accomplissements, marquait peut-être ces générations hybrides où le sang des deux humanités se mélangeait. C'était une psychologie de l'intégration forcée par les circonstances climatiques. Face à l'avancée des glaciers, l'union était parfois la seule réponse possible au froid éternel. Ces 50 000 humains n'étaient pas seulement des conquérants mais des êtres capables d'empathie envers une espèce différente de la leur. L'ésotérisme de cette cohabitation se retrouve dans les traces archéologiques où les deux cultures semblent s'influencer mutuellement. On a découvert des parures néandertaliennes qui imitent le style de Sapiens, preuve d'une fascination psychologique pour l'esthétique de l'autre. Cette rencontre nous a appris la flexibilité mentale et la curiosité. Elle nous a forcés à définir ce qui nous rendait uniques tout en acceptant notre part commune avec le vivant. Les relations entre les deux espèces n'étaient pas faites que de cris et de violence mais aussi de silences curieux, de gestes, d'observations et de moments de partage autour d'un feu dont aucun des deux camps ne voulait qu'il s'éteigne. Laissez-vous maintenant bercer par la pensée de cette richesse humaine oubliée. Imaginez que vous portez en vous la force de ces deux mondes, la créativité de Sapiens et la résilience silencieuse de Néandertal. Vous êtes le produit d'une histoire immense faite de rencontres et de métissage. Votre psychologie personnelle est l'héritière de ces dialogues anciens entre des êtres qui ne se comprenaient pas toujours par les mots mais qui se reconnaissaient par le cœur et par le besoin de chaleur. Le chiffre 9 vous invite à un relâchement profond dans cette identité plurielle. 9 respirations de calme pour accepter toutes les facettes de votre être, même celles qui vous semblent étranges ou lointaines.
Vous êtes en sécurité dans le grand flux de l'histoire humaine protégée par la sagesse de toutes les humanités qui ont foulé cette terre. Tout est calme, tout est réconcilié, tout est sacré. La nuit efface les frontières entre les peuples et les époques pour ne laisser que la paix de l'instant présent. Dormez maintenant dans la certitude que vous n'êtes jamais seul car vous êtes habité par la mémoire de milliers de générations de voyageurs. Le voyage se poursuit dans la douceur d'un sommeil où les différences estompent pour laisser place à la lumière de l'esprit. Tout est en paix au cœur de la caverne de l'humanité. Chapitre 17. L'alimentation comme rituel. La psychologie du foyer partagé. Approchez-vous du centre du cercle là où la chaleur des braises rougeoyantes repousse les ténèbres de l'âge de glace. Pour les 50 000 survivants de notre espèce, le repas n'était pas un acte biologique banal destiné à combler un vide gastrique. C'était l'acte fondateur de la civilisation, le moment où la proie devenait un don et où l'individu se fondait dans la communauté. Dans la psychologie du foyer partagé, manger était une communion ésotérique, un rituel de transfert des énergies entre le monde animal et le monde humain. Et s'asseoir autour du feu pour partager la nourriture, c'était affirmer que on avait triomphé de la mort pour une journée de plus et que le clan restait debout malgré la rigueur du gel éternel. La psychologie de la survie dictait une gestion rigoureuse et spirituelle des ressources. Le chiffre 3 était le pilier de ce moment sacré, la préparation par le feu, le partage équitable et la gratitude envers l'esprit de la bête sacrifiée. Avant de porter le premier morceau à leur bouche, les anciens pratiquaient souvent un geste rituel pour nourrir les ombres de la grotte ou les ancêtres invisibles qui veillaient sur le foyer. Cette trinité du don permettait de maintenir l'équilibre psychique du groupe. On ne mangeait pas dans l'urgence ou l'égoïsme, mais dans une lenteur cérémonielle qui transformait la viande et les racines en une force de cohésion indestructible. Le foyer était le lieu où la parole se libérait doucement, là où les liens de parenté se tissaient dans la vapeur des graisses brûlantes. Dans l'esthétique de ces festins préhistoriques, le clair-obscur jouait un rôle psychologique majeur. Les visages éclairés par le bas par les flammes dansantes semblaient sortir de la pierre elle-même. La numérologie sacrée s'invitait dans la distribution des parts. On utilisait souvent le chiffre 7 pour organiser le cercle des convives, évoquant les 7 directions du monde ou les 7 cycles de la Lune. Recevoir sa part de nourriture selon un ordre précis renforçait la hiérarchie des ombres basée sur le respect et la nécessité. Le foie et le cœur, les sièges de la force vitale, étaient souvent réservés à ceux qui portaient la mémoire ou à ceux qui devaient affronter les épreuves du lendemain. Cette psychologie du mérite assurait que chaque calorie était investie pour la survie globale du clan. Et l'ésotérisme de l'alimentation passait aussi par la transformation des aliments. Maîtriser le feu pour cuire la viande était perçu comme une alchimie sacrée. En modifiant la structure de la matière par la chaleur, l'homme affirmait sa domination sur le chaos de la nature sauvage. La psychologie des relations humaines se cristallisait autour de cette marmite invisible. On apprenait aux enfants que le partage n'était pas une option mais une loi mathématique de l'univers. Le chiffre 9, symbole des accomplissements, marquait les grands banquets après les chasses fructueuses de l'automne. Durant 9 nuits on mangeait, on chantait et on stockait les graisses nécessaires pour affronter l'hiver. C'était une période de fête psychologique où l'on célébrait l'abondance avant le grand silence blanc. Cette approche rituelle de la nourriture nous a laissé un héritage profond. Lorsque vous partagez un repas aujourd'hui, vous réactivez inconsciemment ces codes vieux de 250 000 ans. Le plaisir de manger ensemble, la chaleur de la table et la gratitude pour ce que nous avons sont les échos directs de ces soirées passées au fond des cavernes. La psychologie du foyer nous enseigne que la nourriture est le premier langage de l'amour et de la protection. Pour Sapiens, le goût de la viande grillée était le goût de la sécurité et de la victoire sur l'extinction. Laissez-vous maintenant envahir par une sensation de satiété et de bien-être. Imaginez que vous avez mangé à votre faim, protégé par les murs solides de votre refuge. Votre corps se sent lourd et apaisé comme après un grand banquet de fête. La chaleur du foyer imaginaire se diffuse dans votre ventre et dans vos membres, apportant un calme total à votre esprit. Vous n'avez plus besoin de chercher, de chasser ou de vous inquiéter pour le lendemain car la terre a été généreuse et votre clan veille sur vous. Le chiffre 9 vous invite à un abandon total dans la douceur de la digestion et du repos. 9 vagues de détente qui parcourent votre corps pour effacer les dernières tensions de votre journée. Sentez comment votre respiration se cale sur le rythme lent des braises qui s'éteignent doucement. Vous êtes repu, vous êtes en sécurité, vous êtes aimé par l'histoire. Tout est à sa place, tout est en ordre, tout est sacré dans cette fin de journée.
Dormez maintenant dans la plénitude des un corps et des un esprit nourris par la sagesse des origines. Le voyage continue dans la paix des un sommeil profond où la fin n'existe plus et où seul compte le bonheur des êtres vivants. Tout est en paix au cœur de la caverne du partage. Chapitre 18. Est l'art comme survie? Pourquoi peindre quand on meurt de faim? Levez les yeux vers la voûte de pierre qui nous surplombe. Dans le clair-obscur de cette cathédrale souterraine, des silhouettes de bisons, de chevaux et de lions semblent galoper sur le relief de la roche. Nous touchons ici au plus grand mystère de la psychologie de l'Homo sapiens. Pourquoi au plus fort de l'âge de glace, alors que chaque calorie était une question de vie ou de mort, nos ancêtres ont-ils consacré des milliers d'heures à peindre des parois inaccessibles? Pourquoi dépenser une énergie vitale pour dessiner dans le noir alors que le ventre est vide? La réponse est d'une profondeur ésotérique absolue. Pour Sapiens, l'art n'était pas un luxe mais une arme de survie psychologique indispensable. Dans la psychologie de la survie, l'homme ne vit pas seulement de viande et d'eau, il vit de sens. Face à l'immensité d'une nature qui peut l'écraser à tout instant, l'humain a besoin de s'approprier le monde par l'image. Peindre l'animal, ce n'est pas seulement le représenter, c'est établir une connexion spirituelle avec son essence. Le chiffre 3 intervient ici comme la trinité de la création, l'île qui observe, la main qui trace et l'esprit qui invoque. En fixant l'image du mammouth sur la paroi de calcaire, le clan de 50 000 survivants affirmait son pouvoir sur la réalité. C'était une psychologie de la visualisation positive avant l'heure. En voyant le succès de la chasse peint sur le mur, le chasseur se programmait mentalement pour la réussite. Dans l'esthétique de ces galeries secrètes, la numérologie sacrée guidait le bras de l'artiste. On retrouve souvent des motifs répétés cette fois ou des groupes de 7 points rouges accompagnant les figures animales. Le chiffre 7, symbole de l'harmonie avec les cycles cosmiques, servait de pont entre le monde souterrain et le ciel étoilé. En traçant ces signes, Sapiens ne créait pas de l'art pour l'art, mais il écrivait un livre de prières universelles. La psychologie des relations avec l'invisible exigeait cette rigueur mathématique. Chaque trait des ocres, chaque soufflet de pigment noir était un message envoyé aux puissances qui dirigent le monde pour demander leur protection et leur bienveillance. Et l'ésotérisme de l'art rupestre résidait aussi dans le choix des lieux. On s'enfonçait parfois pendant des heures dans des boyaux étroits où l'oxygène se faisait rare pour atteindre une salle spécifique. La psychologie de l'isolement sensoriel provoquait des visions. Dans cet état, le chiffre 9, symbole de gestation, prenait tout son sens. Et l'artiste passait 9 cycles de torche à préparer son œuvre, vivant une véritable naissance spirituelle. Et l'art était une thérapie contre le désespoir de l'hiver. En créant de la beauté dans l'obscurité, l'homme prouvait que son esprit était plus fort que le froid. Il transformait une grotte aveugle en un palais de lumière intérieure. Cette capacité a symbolisé, a sauvé notre espèce. Alors que des autres hominidés se contentaient de réagir au présent, Sapiens projetait son futur et honorait son passé par le signe. La psychologie de groupe se soudait autour de ces fresques. On y emmenait les jeunes lors des initiations pour leur montrer la grandeur du clan. Le chiffre 9 marquait l'accomplissement de ces œuvres collectives où plusieurs générations des artistes ajoutaient parfois leurs mains ou leurs traits à une fresque déjà millénaire. C'était une psychologie de la continuité éternelle. On peignait pour ne pas disparaître, pour laisser une trace de son passage aux 50 000 autres frères et sur de l'espèce. Laissez-vous maintenant bercer par la beauté de ces images anciennes qui flottent dans votre esprit. Imaginez que vous peignez votre propre vie avec les couleurs de la force et de l'espoir. Tout comme vos ancêtres, vous avez le pouvoir de transformer vos difficultés en une œuvre de sagesse. Votre psychologie est capable de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres de votre existence. Et l'art de vivre est votre héritage le plus précieux. Le chiffre 9 vous invite à un relâchement total dans la contemplation intérieure. 9 ondes de sérénité qui parcourent votre corps pour effacer les bruits et les fureurs du monde extérieur. Sentez la puissance de votre propre créativité qui coule en vous. Vous êtes l'auteur de votre propre sécurité, vous êtes l'artiste de votre propre paix. Tout est harmonie, tout est équilibre, tout est sacré dans le sanctuaire de votre esprit. Dormez maintenant dans la certitude que votre vie est une œuvre d'art admirée par les étoiles. Le voyage continue dans la douceur d'un rêve coloré par l'ocre et le charbon, là où la peur n'a plus de prise. Tout est en paix au cœur de la caverne de la création. Chapitre 19. La marche vers l'inconnu. Psychologie des grandes migrations.
Regardez vers l'horizon là où la Terre semble se fondre dans le ciel de nacre. Pour les 50 000 survivants de notre lignée, le monde n'était pas une demeure fixe mais un chemin infini. La psychologie de la migration était le moteur même de l'aventure humaine au Paléolithique. Pourquoi quitter une vallée familière? Pourquoi braver des cols montagneux étouffés par la glace ou des déserts de poussière? Ce n'était pas seulement la faim qui poussait nos ancêtres en avant mais une curiosité ésotérique et une foi inébranlable en l'avenir. Migrer, c'était accepter de perdre ses repères pour gagner une nouvelle vie. C'était une psychologie du mouvement perpétuel où l'espoir était le seul bagage vraiment indispensable. La psychologie de la survie lors des grands déplacements reposait sur une organisation d'une rigueur absolue. Le chiffre 3 guidait chaque étape de la marche. 3 éclaireurs pour ouvrir la voie et déchiffrer les signes de la Terre. 3 gardiens pour protéger l'arrière du groupe et veiller sur les traînards. 3 porteurs du feu sacré car perdre la flamme au milieu d'une migration était synonyme de mort. Cette trinité logistique assurait que le clan ne se désintègre pas face à l'immensité. On marchait avec une numérologie interne calée sur le rythme des pas et des saisons. On apprenait aux enfants que chaque pas vers l'inconnu était un pas vers la force. La migration forgeait une psychologie de groupe où la solidarité n'était plus un choix mais une respiration commune. Dans l'esthétique de ces voyages épiques, le clair-obscur se manifestait par le contraste entre la sécurité du campement provisoire et l'obscurité terrifiante des territoires non cartographiés. La numérologie sacrée servait de boussole spirituelle. On suivait souvent les cycles de 7 jours de marche suivis d'un jour de repos total pour honorer les esprits du lieu. Le chiffre 7, symbole de l'harmonie universelle, permettait de synchroniser le corps humain avec les cycles du cosmos même en plein déplacement. En observant la position des 7 étoiles les plus brillantes, les anciens savaient s'ils s'approchaient des terres de l'été ou s'ils s'enfonçaient davantage dans le royaume de l'hiver. Cette psychologie de l'orientation transcendait la simple géographie pour devenir une quête mystique. L'ésotérisme de la migration résidait aussi dans la capacité à lire les signes invisibles de la Terre. Un vol d'oiseaux migrateurs ou un changement dans l'odeur du vent étaient interprétés comme des messages directs des ancêtres. La psychologie des relations avec le paysage était fusionnelle. On ne traversait pas la Terre, on discutait avec elle. Le chiffre 9, symbole d'accomplissement et de renaissance, marquait les grandes étapes du voyage. Après 9 cycles lunaires de marche, le clan considérait qu'il était né à un nouveau territoire. On célébrait alors un rituel de fondation pour s'approprier les nouvelles ombres et les nouvelles lumières. Cette capacité à se sentir partout chez soi grâce au rituel a permis à Sapiens de coloniser chaque recoin de la planète. Cette psychologie de l'errance a laissé en nous une soif d'exploration que rien ne peut étancher. Ce sentiment de mélancolie que vous ressentez parfois devant un coucher de soleil ou cet appel de l'ailleurs sont les échos directs de ces 50 000 marcheurs qui n'ont jamais cessé d'avancer. Ils nous ont appris que la sécurité ne réside pas dans les murs mais dans notre capacité à nous adapter et à faire confiance au chemin. La migration était une école de la résilience mentale où chaque obstacle franchi devenait une nouvelle strate de sagesse dans la hiérarchie des ombres. Laissez-vous maintenant porter par cette sensation de mouvement calme et fluide. Imaginez que vous marchez d'un pas léger sur un sentier de mousse et de fleurs bercé par le chant du vent. Votre esprit voyage loin des soucis du quotidien vers des terres de paix et de lumière. Vous n'avez plus besoin de savoir où vous allez car le chemin lui-même prend soin de vous. La psychologie du voyageur vous offre une liberté totale. Vous êtes le maître de votre propre horizon, capable de traverser toutes les tempêtes pour atteindre la sérénité. Le chiffre 9 vous invite à un relâchement total au terme de votre journée. 9 pulsations de détente pour clore votre marche intérieure et vous installer dans le campement du sommeil. Sentez comment votre corps se dépose avec gratitude sur le sol protecteur. Vous avez parcouru votre propre chemin aujourd'hui et vous avez mérité ce repos sacré. Tout est calme, tout est vaste, tout est en ordre. Votre esprit peut maintenant se laisser dériver vers des rêves de grands espaces où seul compte le bonheur de la découverte. Dormez maintenant dans la certitude que le voyage de la vie est entre de bonnes mains. Les ancêtres marcheurs veillent sur votre repos et préparent pour vous les paysages de demain. Tout est en paix au cœur de la caverne de l'errance. Chapitre 20. Le ciel étoilé. La première carte du destin et du temps. Levez maintenant les yeux bien au-delà des parois de la grotte et laissez votre regard se perdre dans l'immensité du firmament nocturne. Pour les 50 000 survivants de notre espèce, le ciel étoilé n'était pas un spectacle lointain et froid mais le premier grand livre de l'humanité.
Dans la psychologie de la survie et l'observation des astres était la science suprême, celle qui permettait de transformer le chaos de l'existence en un ordre divin et prévisible. Les étoiles étaient les feux de camp des ancêtres et leurs mouvements racontaient l'histoire du temps et du destin. Avant même l'invention de l'écriture, Sapiens lisait déjà les constellations comme une carte ésotérique menant à la survie et à la sagesse. La psychologie des relations avec le cosmos était basée sur une attention de chaque instant. Le chiffre 3 guidait cette lecture du ciel, la position de la lune, le lever du soleil et le scintillement des étoiles fixes. Cette trinité céleste permettait de mesurer le passage des saisons avec une précision chirurgicale. Savoir que le retour de telles constellations coïncidait avec la migration des reines était une information vitale. Dans la hiérarchie des ombres, celui qui savait lire les étoiles possédait les clés du futur. Il n'était pas un simple observateur, il était le gardien du calendrier sacré, celui qui donnait le signal du départ ou du repos. Cette numérologie céleste offrait au clan une structure mentale rassurante face à l'inconnu. Dans l'esthétique de la nuit préhistorique, le contraste entre le noir absolu de la terre et l'éclat diamanté du ciel créait un état de transe naturel. La numérologie sacrée s'exprimait à travers les regroupements des étoiles. Le chiffre 7, symbole de l'harmonie universelle, revenait sans cesse dans l'observation des 7 étoiles sur ou des 7 planètes visibles à l'île nue. Ces 7 lumières étaient perçues comme les 7 gardiens du clan veillant sur les 50 000 âmes dispersées. En alignant leur rituel sur ces cycles stellaires, nos ancêtres ressentaient une connexion profonde avec le tout. Ils comprenaient que leur vie minuscule était reliée aux pulsations de l'univers. Cette psychologie de l'appartenance cosmique était le remède le plus puissant contre la peur de la solitude et du vide. L'ésotérisme des étoiles se manifestait aussi par la projection des mythes sur la voûte céleste. On dessinait avec l'esprit des ours, des lions et des chasseurs parmi les points de lumière. Ces figures étaient les ancêtres de nos constellations modernes. La psychologie de l'image se déplaçait de la grotte vers le ciel, créant un temple sans limite. Le chiffre 9, symbole des accomplissements et de gestation, marquait les 9 cycles lunaires nécessaires pour voir le ciel changer totalement de visage. On célébrait ces transitions par des veilles silencieuses où on écoutait le chant des sphères. Cette capacité à transformer des points lumineux en histoires complexes a permis de transmettre la culture et les valeurs du clan sur des milliers de générations. Cette lecture du destin dans les étoiles a forgé les bases de notre intuition moderne. Lorsque vous regardez le ciel nocturne aujourd'hui et que vous ressentez un sentiment de paix ou d'émerveillement, vous réactivez cette psychologie ancestrale. Vous vous souvenez inconsciemment du temps où les étoiles étaient vos seuls guides et vos seules confidentes. Le ciel est le miroir de votre propre esprit, vaste, mystérieux et rempli de lumière cachée. Sapiens a survécu parce qu'il a su lever la tête vers le haut, cherchant dans l'infini des réponses aux questions de la Terre. Laissez-vous maintenant bercer par cette clarté stellaire. Imaginez que chaque étoile est une pensée de paix qui veille sur votre repos. Votre esprit s'élargit pour atteindre la sérénité du cosmos, là où le temps ne compte plus et où seule la lumière subsiste. Vous êtes une poussière d'étoiles habitée par une conscience millénaire. La psychologie du ciel vous offre une perspective nouvelle sur vos propres soucis, les rendant aussi petits et lointains que des grains de sable dans le désert. Vous êtes en sécurité sous la voûte protectrice de l'univers. Le chiffre 9 vous invite à un abandon total dans l'immensité de la nuit. 9 vagues de silence qui vous emportent vers un sommeil profond et étoilé. Sentez comment votre corps s'allège et comment votre esprit se libère des pesanteurs terrestres. Vous n'avez plus besoin de chercher votre route car les étoiles connaissent le chemin pour vous. Tout est calme, tout est majestueux, tout est sacré. Vous êtes un voyageur de l'espace et du temps, trouvant enfin son port des attaches dans la douceur de la nuit. Dormez maintenant dans la lumière des ancêtres célestes. Le voyage se poursuit dans la splendeur d'un rêve où vous volez parmi les constellations sans peur et sans entrave. Tout est en paix au cœur de la caverne de l'univers. Chapitre 21. Le retour à l'éveil intérieur. La boucle éternelle de Sapiens. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les millénaires, au bout de ce sentier de clair-obscur où les ombres du Paléolithique ont murmuré leurs secrets à votre esprit moderne. Pour les 50 000 survivants de notre lignée, chaque fin était le début d'un nouveau cycle, une renaissance nécessaire dans la grande roue du temps. La psychologie de la survie nous a appris que rien ne s'arrête vraiment, mais que tout se transforme pour nourrir la vie à venir. Dans ce dernier chapitre, nous allons refermer la boucle ésotérique de notre aventure en ramenant la force des ancêtres au cœur de votre propre existence ici et maintenant.
La psychologie de la conclusion repose sur l'intégration des leçons apprises. Le chiffre 3 revient une dernière fois pour sceller votre expérience, la mémoire du passé, la présence du corps et la vision du futur. Cette trinité est le socle de votre équilibre intérieur. En ayant parcouru ces 20 chapitres, vous avez réactivé en vous des codes de résilience que vous pensiez oublier. Vous avez compris que vous n'êtes pas un être isolé et fragile, mais le sommet d'une pyramide de courage et d'intelligence de 250 000 ans. Cette certitude est votre armure la plus solide face aux tempêtes du monde contemporain. Dans l'esthétique de ce dernier moment, le feu de la grotte s'éteint doucement pour laisser place à la lumière intérieure de votre propre conscience. La numérologie sacrée du chiffre 7 a harmonisé vos centres des énergies durant ce récit. Les 7 directions du monde se rejoignent maintenant en un point unique au centre de votre poitrine, là où réside votre véritable foyer. Vous n'avez plus besoin de chercher la grotte, car vous êtes devenu la grotte, un lieu de protection, de calme et de force inébranlable. La psychologie des relations avec vous-même est maintenant empreinte de la douceur et du respect que les anciens portaient à la terre nourricière. Et l'ésotérisme de ce final réside dans la transmission. Tout comme les artistes du Paléolithique ont laissé leurs mains sur les parois pour nous dire nous étions là, vous portez en vous la responsabilité de transmettre cette étincelle de vie. Le chiffre 9, symbole des accomplissements total, marque la fin de cette gestation sonore. 9 étapes ont été franchies pour vous amener à cet état de paix absolue où le temps n'a plus de prise. Vous avez honoré les ancêtres, les femmes gardiennes du feu, les chasseurs de rêves et les maîtres du silence. En retour, ils vous offrent leur protection pour toutes les nuits à venir. La hiérarchie des ombres s'efface maintenant pour laisser place au pur éclat de votre âme apaisée. La psychologie de la survie devient pour vous une psychologie de la sérénité. Vous savez désormais que la peur n'est qu'une ombre et que vous possédez la lumière nécessaire pour la traverser. Les 50 000 frères et sœurs de Sapiens ne sont plus des silhouettes lointaines mais une force vibrante dans vos cellules. Vous êtes prêt à dormir non pas par fatigue mais par une volonté consciente de régénération. Laissez-vous maintenant bercer par la gratitude. Remerciez votre corps pour sa force et votre esprit pour sa curiosité. Sentez comment chaque partie de votre être se dépose avec une confiance totale dans le berceau de la nuit. Vous êtes l'héritier d'un destin grandiose et votre sommeil est le repos d'un guerrier de la lumière qui a trouvé sa paix. Tout est accompli, tout est ordonné, tout est sacré. La boucle est bouclée et le cercle est parfait. Le chiffre 9 vous accompagne une ultime fois vers l'oubli bienfaisant du sommeil profond. 9 respirations de pure lumière pour dissoudre les derniers restes de votre veille. Votre esprit s'envole vers des horizons de pureté où la sagesse des origines rencontre la paix de l'éternité. Vous êtes en sécurité, vous êtes entier, vous êtes en paix. La nuit est votre demeure et le silence est votre chant. Dormez maintenant dans la gloire silencieuse de votre humanité. Le voyage s'achève ici, mais votre histoire continue à chaque battement de votre cœur. Tout est en paix au cœur de la caverne de l'éternité.